Bonsoir à toutes et à tous et merci de rester fidèles au programme du soir sur Néo. Bienvenue dans Regard Croisé, le deuxième numéro de cette semaine. Encore 4 sujets à aborder avec nos invités. Nous parlerons d'abord du Niger. Le CNSP fête une victoire d'étape. Après, nous irons au Mali, le report de l'élection présidentielle. Burkina, la diffusion du média Jeune Afrique suspendue. Puis nous terminerons par la MINUSMA, le dernier bataillon togolais rentre au pays. Et pour en parler ce soir, 3 invités sur ce plateau. Avec moi, Germain Pouli, vous êtes directeur journaliste et directeur de publication du journal Togo Réveil. Bonsoir Germain et bienvenue. Bonsoir docteur et bonsoir à tous les téléspectateurs de New World TV. Je rappelle que vous avez été élu ce week-end président du CONAP, le Conseil national des patrons de presse. Toutes nos félicitations, monsieur le président. Merci beaucoup docteur et merci surtout à tous les patrons de presse et membres de notre grande organisation qui nous ont fait cet honneur, ainsi que 13 autres membres du bureau, donc pour présider aux destinées de cette organisation. Un moment assez complexe dans un contexte assez difficile, mais on espère qu'avec la participation et la solidarité de tous, on arrivera à améliorer nos conditions, à réorienter notre façon de travailler, à innover et puis pourquoi pas à trouver une solution aux difficultés que rencontre la presse en général dans tous les pays et particulièrement ici au Togo. Et bon courage à vous donc, monsieur le nouveau président du CONAP. À côté de vous, Horus Donkovi, vous êtes activiste panafricain. Bonsoir Horus et bienvenue. Bonsoir Guillaume, bonsoir à tous ceux qui nous suivent, c'est un plaisir et merci pour l'invitation. Toujours un plaisir de vous avoir sur ce plateau. Notre troisième invité aujourd'hui, Ibrahim Macha, vous êtes également journaliste et directeur de publication de Temps Nouveau. Bonsoir Ibrahim et bienvenue. Bonsoir docteur, bonsoir à tous ceux qui nous suivent en ce moment. Et nous attaquons avec vous notre premier sujet, direction le Niger. Emmanuel Macron, après pratiquement 2 mois de bras de fer avec les nouvelles autorités militaires du Niger, a fini par annoncer le départ des militaires français du sol nigérien, entre autres départs, celui de l'ambassadeur de la France au Niger, ce que qualifient les nouvelles autorités nigériennes de victoire d'étape. Une victoire d'étape pour eux parce qu'ils étaient engagés à faire partie de la France. Depuis un moment, le bras de fer a suscité plusieurs commentaires. Nous en avons parlé ici. Et voilà ce que les Nigériens appellent une victoire d'étape. Je voudrais bien commencer par vous, Ibrahim Acha, pour vos réactions. Oui, ça sonne comme une victoire parce que c'était un bras de fer entre les nouvelles autorités nigériennes et le gouvernement français, puisque les nouvelles autorités nigériennes demandaient à ce que la France fasse le rappel son ambassadeur, surtout qui est basé à Niamey, et l'ambassadeur à qui ils avaient envoyé une invitation, parce que je ne veux pas parler de convocation, une invitation, et l'ambassadeur a estimé qu'il ne les reconnaissait pas, puisque selon l'ambassadeur, c'est Bazoum qui est l'autorité légale ou bien légitime au Niger, mais ce que Emmanuel Macron a toujours rappelé. Bien évidemment, et donc il n'avait pas répondu à cette invitation, et cela a été considéré comme une subordination au niveau des autorités, des nouvelles autorités nigériennes, et donc ces nouvelles autorités ont estimé que l'ambassadeur de France en poste là-bas ne devait plus continuer par officier au nom de la France, et donc avait demandé à ce que l'ambassadeur quitte le territoire. Bon, chose que les autorités françaises n'avaient pas accepté et avaient estimé que il n'y a que Bazoum qui puisse demander à ce que l'ambassadeur retourne en France, et pour que eux et elle plutôt obtempère. Donc voilà, grosso modo, il y a eu un bras de fer entre les deux pays, et surtout que les nouvelles autorités nigériennes aussi tenaient à ce que tout ce qui venait d'elle soit respecté dans un élan de souverainisme. Et donc voilà, et aujourd'hui la France a capitulé, et c'est ce que cela semble dire au niveau de Niamey, puisque le bras de fer c'était que on replie les soldats français, c'était que l'ambassadeur parte. Donc maintenant que la France a accepté, puisque dès le départ vous savez que la France avait refusé, et voilà, elle n'allait pas accéder à cette
requête. Et bon, maintenant que la France accepte, donc c'est comme la France a capitulé. Et quand vous êtes dans un bras de fer ou bien vous êtes dans une crise et que par la suite quelqu'un capitule, c'est que celui qui a capitulé se sent vainqueur et se sent plutôt vaincu. Et celui à qui cette capitulation disons bénéficie, vous voyez que celui-ci ne peut se considérer comme étant le vainqueur de ce bras de fer qu'il y a eu entre les deux. Donc voilà pourquoi les autorités nigériennes estiment que c'est une victoire d'État, parce qu'il y a d'autres victoires à remporter et il y a toujours en tout cas des sujets sur lesquels ces nouvelles autorités ne sont pas encore d'accord avec le gouvernement français, et peut-être que dans les jours à venir il y aura d'autres sujets qui vont émerger. Vous savez, il y a l'exploitation de l'uranium qui est aussi là-bas, sans oublier aussi les multinationales françaises aussi qui opèrent. Donc il y a beaucoup de choses qui peut-être vont arriver sur la table des discussions prochainement, et les autorités nigériennes, les nouvelles, estiment qu'il y aura encore des victoires à engranger. Donc voilà pourquoi on parle à cette étape de victoire d'étape. Voilà. Pourquoi doit-on s'attendre alors pour l'avenir des relations entre la France et le Niger? Bon, il faut dire que le départ de la France, ce n'est pas... disons, la France a été, contrainte de partir du Niger. Donc du coup, ça brise les relations que ce pays avait déjà avec la métropole. Et donc la suite logique, c'est qu'il y aura peut-être des conventions ou bien des accords qui seront brisés, c'est-à-dire que les relations qui lient l'État nigérien et l'État français peut-être seront mal au point, et avec la suite on peut peut-être arriver au fait que tout ce qu'il y a comme aide humanitaire ou bien aide au développement que la France consent à l'État nigérien puisse être aussi interrompu. Et là, ça serait peut-être difficile au niveau des nouvelles autorités nigériennes, en ce que c'est une manne, une importante enveloppe dont elle sera privée. Et on se demande comment ces nouvelles autorités feront pour pouvoir trouver les ressources additionnelles pour faire face aux problèmes humains, aux problèmes de logistique, aux problèmes de développement dans le pays. Alors, Germain Pouli, une victoire d'étape selon les nouvelles autorités nigériennes avec ce départ de l'ambassadeur français et des troupes françaises qui sont annoncées le départ d'ici à la fin de cette année 2023, je veux dire. Oui, c'est vraiment une victoire d'étape, surtout que ces autorités redoutaient une intervention militaire pour rétablir le président Bazoum. Le fait que l'armée française, les 1500 hommes qui sont au Niger quittent, le fait que finalement cet ambassadeur qui ne voulait pas coopérer avec les nouvelles autorités aussi soit rappelé, est une victoire. Donc on sait que pendant longtemps, les autorités nigériennes avaient accusé la France d'être derrière les décisions de la CEDEAO, avaient accusé certains pays de vouloir en complexité avec la France opérer donc un raid ou une attaque au Niger. Et donc quand on voit que l'armée, en tout cas les éléments qui étaient déjà à l'intérieur, donc sur le sol nigérien, sur lesquels pourrait se reposer une telle action militaire, vont quitter d'ici décembre, pour moi c'est une victoire pour la junte. Après, symboliquement, c'est un peu ce qu'on a vu au Mali, c'est ce on est en train de voir au Burkina. Ce sont des pays qui veulent se débarrasser, entre guillemets, de l'influence de l'ancien colonisateur. Donc quand ils demandent le départ de la France, c'est cette France-là qui représente encore la colonisation sur les territoires africains. Donc c'est la France politique. Je ne pense pas que c'est la France culturelle, je ne pense pas que c'est la France économique, je ne pense pas que c'est la France humanitaire.
La France qui agit dans plusieurs domaines, donc sur le sol africain. Donc c'est la France politique, c'est la France qui symbolise le néocolonialisme, c'est cette France-là qu'aujourd'hui plusieurs pays en Afrique accusent d'empêcher leur développement. Donc, alors, une petite précision sur ces différentes France que vous venez de lister. C'est quoi la différence? France politique, France économique, France c'est France, n'est-ce pas? Oui, non, c'est pas France. Vous avez vu un peu le tollé soulevé quand on a refusé le visa aux étudiants nigériens. En réalité, si vous chassez la France, vous n'avez même pas à vous plaindre qu'on vous refuse le visa. Ça veut dire que sur le terrain de l'éducation, de la formation, on a besoin de la France. On coopère avec la France sur ce terrain. Voilà. Sur le plan industriel, il y a des entreprises françaises, peut-être dans certains domaines comme celui de l'uranium, il va falloir revoir la copie, mais dans d'autres domaines, vous allez voir que quand on a demandé aux Français de quitter, il y en a qui sont restés parce qu'ils avaient des activités au Niger et ils n'étaient pas prêts à partir. Donc ces France-là, qui coopèrent dans l'intérêt des deux nations, n'est pas trop dérangé, mais cette France politique qui fait figure de dominatrice, qui impose sa volonté aux dirigeants, qui à juste titre ou pas serait derrière certains présidents et empêcherait le développement de l'Afrique, c'est de cette France-là qu'il s'agit. Après, on a du mal à extraire le vrai du faux, mais c'est un argument aujourd'hui qui passe assez facilement en Afrique. C'est la France qui empêche l'Afrique de se développer. C'est un peu trop facile, c'est vrai, mais les hommes politiques, y compris les militaires qui organisent les coups d'État dans plusieurs pays, donc s'appuient sur ces arguments-là. Et vous allez voir que quand ce coup d'État a été perpétré, il y a eu plusieurs civils qui sont sortis et demandaient immédiatement le départ de la France et l'arrivée de la Russie. Donc vous voyez que les militaires sont dans ce schéma, en fait partie la France. Cette France-là, c'est une victoire d'étape, mais comme le soulignait Ibrahim tout à l'heure, il y a une autre France qui fait quand même du bien au Niger et dont le Niger aura besoin. Et je pense que cette France-là n'est pas concernée par cette victoire d'étape. Russe, donc oui, victoire d'étape, vous pensez aussi au Niger par rapport à la France? Oui, de toute façon, ce qui est sûr, c'est que dès le début de la posture de M. Macron, on se demandait où est-ce qu'il ira, où est-ce que cette posture le mènerait, parce qu'il n'y avait absolument pas de sens à, comment dirais-je, à insister, à manager les sanctions, à refuser que son ambassadeur quitte le territoire, alors qu'en réalité, il aurait tout simplement pu le changer, à refuser de reconnaître les nouvelles autorités nigériennes, alors qu'actuellement, quand il va vouloir évacuer ses troupes, il va devoir négocier avec ces mêmes autorités. À présumer que M. Bazoum est en otage, alors que lui-même le compromet en disant qu'il arrive à lui téléphoner. Il dit « J'ai reçu M. Bazoum au téléphone ». C'est étonnant. Vous-même, vous dites que le président est en otage. Vous dites qu'il est privé de ses droits, qu'il est dans des difficultés, qu'on pourrait attenter à sa vie. Alors, je fais remarquer qu'au Niger, on a eu des coups d'État sanglants où on a assassiné les présidents. Monsieur Bazoum est en vie avec toute sa famille. Donc, c'est étonnant. Le monsieur qui est embastillé, qui arrive quand même à porter plainte, à prendre son téléphone et à passer un coup de fil ses collègues chefs d'État pour causer avec eux, papoter avec eux. Et c'est pour causer. Faites quelque chose. Ça, c'est M. Emmanuel Macron qui le dit à ses propres journalistes. Alors, c'est ça un peu justement l'ironie de l'histoire, c'est que c'est lui qui le dit à ses propres journalistes sur un média français de grande écoute et que tout le monde regarde. Donc, comme je dis, il n'y a pas lieu à manipulation, c'est une confession que lui-même fait. Mais j'ai l'impression qu'il ne se rend pas compte peut-être du poids de la confession quand vous dites oui, mais voilà, j'ai eu tout juste il n'y a pas longtemps le président qui m'a confié ceci ou cela. Cela sous-entend que ce n'est réellement pas une prise d'otage. Maintenant, la réalité des faits, c'est qu'il va falloir s'accorder avec ces autorités nigériennes.
que le gouvernement français le souhaite ou non, il va de soi que, je rappelle souvent que, oui, il y a eu des coups d'État au Niger, il y a eu des coups d'État au Mali, il y a eu des coups d'État au Burkina, c'est vrai, mais à aucun moment les intérêts économiques français n'ont été touchés. Les ressortissants y vivent, des familles y vivent. D'ailleurs, même au Burkina, la semaine dernière, ils ont créé un collectif qui est intervenu pour contester exactement les France, positions de la France. Et ils sont français. C'est-à-dire c'est vicieux de faire croire à une opinion africaine que on tire la légitimité de certaines actions de sa propre opinion, de la propre opinion des gens de chez soi, alors que ce n'est pas le cas. On voit très bien que même au niveau des populations françaises, on ne comprend pas la posture, même au niveau des politiques français, on ne comprend pas la posture de M. Emmanuel Macron quant à ses invectives, comment dirais-je, contre les putschistes nigériens, surtout quand on sait qu'il a adoubé les putschistes tchadiens, quand on sait qu'il a adoubé ce qui se passe du côté du Gabon, qu'il est beaucoup plus flexible avec des personnes comme le président de Guinée, Doumbouya actuellement. Donc on s'étonne. Et ça, on passe sous silence tous les coups d'État institutionnels et ainsi de suite. Ouais. Donc le problème de la France politicienne, de la France qui surfe beaucoup avec la mafia des multinationales et ainsi de suite, c'est qu'elle s'est très largement compromise et elle a présumé de deux choses qui sont graves. Elle a présumé de l'incapacité des populations africaines de voir dans son jeu et elle a présumé de l'incapacité des populations africaines à fédérer autour d'une idée. Ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. On le montre très largement avec l'alliance entre le Mali, le Burkina et le Niger. C'est-à-dire l'erreur de l'ancien colon, c'est de se dire que la balkanisation entérinée par Gaston Defferre en 1956 perdure. On a réussi à les diviser. On ne pourra pas s'en sortir. Jamais on aura une coalition de Béninois, de Togolais, de Ghanéens, d'Ivoiriens, de Sénégalais. Jamais alors que le problème qui se pose, c'est que les populations, à mon sens, sont beaucoup plus dynamiques que les politiques. Parce qu'on le voit maintenant qu'on a un accès beaucoup plus facile aux communications, que les opinions publiques, qu'elles soient du Burkina soutiennent celles du Mali soutiennent celles du Niger, celles du Bénin soutiennent celles du Niger, celles du Togo vont soutenir celles du Mali, et ainsi de suite. Et donc, à un moment, même si les gouvernants, qu'importe leur compromission avec les élites occidentales, qu'importe leur composition, à un moment, sont quand même obligés de faire en fonction de ce que leur dit leur opinion. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on leur demande. C'est bien cela la démocratie. Tenir compte de l'avis, de son opinion. Et l'opinion africaine, pour l'instant, je pense, dans la majeure partie des cas, même s'il y a des réserves, même si on attend de voir, même si on attend des actes concrets, je pense, penche beaucoup plus pour les nouveaux régimes qui sont en place, en attendant qu'on voie où est-ce qu'il veut en venir et qu'il fasse vraiment des choses concrètes. Merci beaucoup à vous. Nous allons marquer la première pause, puis on vous retrouve tout après pour la suite de cette émission.